Il est 18h30 ici à Paris, suite de Paris Direct. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Voici nos titres comme tous les soirs. À la une, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir voulu tuer Vladimir Poutine au Kremlin à l'aide de drones. Ce que Kiev dément, des Ukrainiens qui, et c'est prouvé, multiplient les opérations de sabotage en préparation de leur grande offensive. On va en parler avec Gulliver Krag, notre correspondant en direct de Jytomyr. À tout à l'heure, Gulliver, et Gauthier Rybinski, ici en plateau pour l'analyse. À tout à l'heure, Gauthier. À la une également, l'aide humanitaire toujours aussi difficile à acheminer au Soudan où 6 camions ont été pillés. Ils étaient en route pour le Darfour. La trêve annoncée hier doit entrer en vigueur ce jeudi. Cela n'empêche pas, vous le verrez, l'exode massif des civils. Et puis la désinformation, principale menace pour la liberté de la presse dans le monde, selon Reporters sans frontières qui a publié son classement annuel. Beaucoup de pays africains plongent, à commencer par le Sénégal qui perd une trentaine de places. Voilà donc pour le programme de ce Paris Direct. L'accusation est lourde, la Russie l'assure, l'Ukraine a tenté d'attaquer le Kremlin à l'aide de 2 drones. Une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine clame Moscou. Volodymyr Zelensky, qui tenait une conférence de presse cet après-midi, l'a dit, il nie en bloc toute implication de Kiev dans cette attaque présumée. On va retrouver notre correspondant Gulliver Krag à Jytomyr, donc à 140 km à l'ouest de la capitale Kiev. Bonjour Gulliver, l'Ukraine donc nie en bloc être derrière cette attaque aux drones présumés. Oui, absolument. Volodymyr Zelensky a dit que l'Ukraine ne cherchait pas à assassiner Vladimir Poutine, ni n'a attaqué Moscou. Volodymyr Zelensky a dit que l'Ukraine laisserait la tâche de punir le président russe au tribunal. L'Ukraine qui ne cesse de réclamer la création d'un tribunal spécial pour juger la Russie du crime d'agression contre l'Ukraine. Les mots de Volodymyr Zelensky suivaient une déclaration faite par son conseiller Mikhailo Podolyak qui avait dit que c'était peut-être la Russie qui avait mis en scène cette attaque ou bien des partisans à l'intérieur de la Russie et qui donc témoignerait de la déstabilisation peut-être de la Russie ou bien de l'intention de la Russie de justifier d'ultérieures attaques que Mikhailo Podolyak a qualifiées de terroristes contre des civils en Ukraine. Et c'est justement cela qui fait que beaucoup d'Ukrainiens s'inquiètent un peu ce soir de ces nouvelles qui viennent de Moscou. Je pense que peu de gens croient que c'était vraiment une tentative d'assassiner Vladimir Poutine. Cela semble vraiment très invraisemblable. Que ce soit des drones ukrainiens du tout, cela semble aussi assez invraisemblable, mais certains pensent que c'était effectivement quelque chose que l'Ukraine aurait pu faire justement pour montrer la faiblesse des systèmes de défense antiaériens russes. Mais l'hypothèse privilégiée, je pense, par la plupart des Ukrainiens ce soir, c'est que la Russie a mis cela en scène justement pour justifier une attaque contre l'Ukraine, quelque chose en plus de ce qu'elle fait déjà. Et donc, il y a un petit peu plus de nervosité aujourd'hui, alors que les sirènes ont déjà retenti, je pense, au moins 2 fois sur la plupart des régions du pays, sans toutefois aboutir à des attaques, sauf, et c'est une exception importante, à Kherson, dans le sud du pays, où dans une série d'attaques, aujourd'hui, 16 personnes sont mortes. Merci beaucoup, Gulliver, pour tous ces éléments en provenance d'Ukraine. Bonjour Gauthier. Quel crédit accorder aujourd'hui à cette annonce russe, selon vous? Bon, c'est vrai que l'explication qui consisterait à accuser l'Ukraine paraît peu vraisemblable. Pourquoi? Parce que d'abord, et c'est ce que les propagandistes de Moscou oublient de signaler, c'est que un drone ukrainien, donc lancé, on va dire, mettons, de la région de Kiev, donc à peu près 850-900 km du Kremlin, avec une telle précision, déjouer les pièges de la défense antiaérienne russe et avoir pour but d'assassiner Vladimir Poutine, c'est-à-dire dans un réduit d'abord que l'on ignore parce que Vladimir Poutine, comme n'importe qui, se déplace, à l'intérieur du Kremlin, ça serait finalement reconnaître que la balistique ukrainienne est la meilleure au monde, si vous voulez. Ça serait quand même l'hommage de la Russie à l'Ukraine. Non. Plus sérieusement,
moi, je n'exclus pas l'idée d'une déstabilisation interne. C'est-à-dire que dans l'idée des Russes, et c'est comme ça que la chose va être, pardonnez-moi le terme, vendue, on va leur dire, vous voyez, ces Ukrainiens dont nous vous avons dit qu'ils étaient les agresseurs, parce que c'était ça, la propagande de Poutine, eh bien, ils le sont réellement. Ils peuvent menacer la Russie. La preuve, c'est qu'ils peuvent menacer notre président bien-aimé. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait jouer dans le sens des compagnons de Poutine, ceux qui poussent à la roue, ceux qui ont instruit même Poutine, qui n'est pas un intellectuel. Et de ce fait-là, il y a peut-être une hypothèse à creuser, parce que les uns et les autres testent les résistances du pouvoir, parce qu'on se dit peut-être qu'il y a une place à prendre. On voit bien un Prigojine qui est constamment dans l'offensive vis-à-vis de Poutine et du Kremlin. Donc voilà l'une des possibilités. Celle de l'Ukraine, bien sûr qu'elle aurait l'avantage de dire aux Occidentaux, vous voyez, nous tenons les rênes. Vous qui parfois dans les colonnes des journaux, vous dites que la contre-offensive n'est peut-être pas d'actualité ou qu'elle n'est pas possible parce que les Ukrainiens ne sont pas prêts, on vous donne la preuve que. Seulement, pour les Ukrainiens, ça serait extrêmement risqué précisément de mettre en danger la mise en place d'une contre-offensive pour finalement un exploit, entre guillemets, pareil. Et j'ajoute que tout à l'heure, le général Dominique Trinquant, sur notre antenne, pointait du doigt une incohérence, justement. Il disait que les Russes avaient dit que ces drones avaient été descendus avec l'aide des brouillages, alors qu'on voit sur les images que c'est une explosion. Voilà, c'était, je voulais rajouter cet élément à votre analyse, Gauthier. Il peut y avoir, du coup, un objectif de communication derrière, c'est ça, si cette attaque est fausse, c'est un objectif de communication que poursuit le Kremlin aujourd'hui ? Fatalement, parce que cette victimisation peut-être. Alors, elle est permanente, cette victimisation. N'oublions pas, alors là, le calendrier a une importance. Nous sommes à quelques jours du 9 mai. C'est le jour où la Russie, où l'Union soviétique fêtait la victoire sur le nazisme. Alors effectivement, il y avait eu une grande part prise par l'Union soviétique, mais c'est une victoire aussi où la Russie, de Poutine comme celle d'avant, se prévaut d'être la seule à d'avoir finalement le brevet anti-nazi, antifasciste absolu. Et on sait que c'est une imposture. Mais c'est important, parce que pour Poutine, au fond, personne d'autre n'a été antifasciste. On pourrait revenir longuement sur les attendus historiques de cette affaire. Mais donc, c'est important pour cela, et c'est important de montrer précisément qu'il y a toujours, que la Russie est toujours victime, parce que c'est ça qui tient encore les Russes. Si vous leur expliquez que la Russie n'est pas victime, qu'elle est l'agresseur, ce jour-là, le château de cartes s'effondre. Je rappellerai juste une dernière chose, pour anecdote, parce que à l'époque, ça avait été plutôt perçu comme quelque chose de distrayant, amusant. En 1987, un aviateur allemand... On en a déjà parlé ensemble. Ouais. Voilà, et avait atterri avec son petit coucou, on va dire, sur la place rouge. Et ça avait été un drame. Gorbatchev avait dit, on ne va pas faire un drame pour ça. Et ils avaient relâché Matthias Rost. Et effectivement, 3 années plus tard, c'était la réunification de l'Allemagne. Merci infiniment, Gauthier, pour votre analyse toujours aussi précieuse. Gulliver le mentionnait, la Russie n'a pas tardé à réagir à cette attaque qu'elle impute à l'Ukraine, qu'elle soit vraie ou pas, vous l'avez compris. Moscou a mené des frappes massives dans la région de Kherson. Vous découvrez ces images, on compte au moins 16 morts, 22 blessés. Raid aérien mené notamment contre un supermarché et la gare de la capitale régionale. Voilà donc pour cette large page consacrée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, guerre menée par la Russie en Ukraine. Dans le reste de l'actualité, la trêve de 7 jours doit entrer en vigueur demain. Direction le Soudan, où les combats font rage depuis le 15 avril entre l'armée et les FSR. Eau, médicaments ou encore nourriture sur place. Vous le savez, la population manque de tout et continue à fuir quand elle en a les moyens, bien sûr. Les Soudanais le savent, le cessez-le-feu a peu de chances d'être respecté et c'est un euphémisme. Les images vous sont commentées par Serine Bey. Faut-il réellement s'attendre à une pause dans les combats au Soudan ? L'espoir subsiste avec cette nouvelle trêve d'1 semaine censée entrer en vigueur jeudi. Elle a été annoncée par le Soudan du Sud, médiateur dans ce conflit. Face à cette guerre que se livrent l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, l'Union africaine s'active aussi pour tenter de trouver une issue. Notre priorité aujourd'hui est de faire respecter et prolonger le cessez-le-feu. Ensuite, assurer l'assistance humanitaire. Faire respecter la trêve, personne n'y est jusqu'ici parvenu depuis le 15 avril et le début des combats. En tout cas, elle n'est pas la première. Elle doit être 5e ou 6e. Et les précédentes n'ont pas été respectées. Malheureusement, pour les Soudanais, c'est l'enlisement. Ils se battent autour des symboles du pouvoir, le siège de la présidence de la République, le commandement en chef, le siège de l'armée.
Les Nations Unies ont publié des chiffres alarmants. Aujourd'hui, à l'intérieur du Soudan, on compterait au moins 330 000 déplacés. 100 000 habitants auraient fui vers les pays voisins, comme ici, en direction de l'Égypte. La communauté internationale craint un exode massif, alors que le conflit a plongé le pays, l'un des plus pauvres au monde, dans une véritable catastrophe, selon l'ONU. C'est la dernière illustration en date du retour progressif de Bachar el-Assad sur la scène internationale. Le président iranien Ebrahim Raïssi est à Damas, l'occasion pour lui de soutenir son homologue syrien qui, selon lui, a remporté la victoire dans son pays. 13 ans qu'une telle visite n'avait pas lieu. C'était en 2010, un an donc juste avant le début de la guerre civile syrienne. La Norvège première, la Corée du Nord dernière. Reporters sans frontières a publié son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. Parmi les pays où la liberté de la presse justement est en net recul, il y a la Tunisie où le président Kais Saied s'est octroyé la quasi-totalité des pouvoirs depuis 1 an et demi, censurant tour à tour journalistes mais aussi opposants. La Tunisie qui passe du 94e rang au 121e. Correspondance Lilia Blaise à Tunis. Ce déclassement est un coup dur pour la Tunisie, dont l'un des acquis de la Révolution avait été la liberté d'expression et de la presse. Aujourd'hui, l'ONG Reporters sans frontières dénonce une situation difficile pour la liberté de la presse dans le pays, due à la montée de l'autoritarisme, selon les mots du rapport, mais aussi à l'intolérance face aux critiques de la presse. Le syndicat national des journalistes tunisiens et l'ONG Reporters sans frontières ont tenu une conférence de presse ce mercredi pour parler de leurs inquiétudes face à ce déclassement. La nouveauté actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de tentatives de contrôler les médias publics et nous faisons face à une forme de retour de la censure et de l'autocensure dans certaines institutions publiques. Cela se traduit par l'absence de voix dissidentes ou critiques dans les débats, par exemple. Nous ne cherchons pas les journalismes d'opposition, le journalisme critique. Nous cherchons que les journalistes peuvent faire leur travail d'une manière libre et indépendante, c'est le plus important. Les pressions s'accentuent également sur le plan judiciaire. Aujourd'hui, 3 journalistes sont poursuivis sur la base du décret loi 54, un décret qui avait été promulgué après la prise de pouvoir de Kais Saied il y a 2 ans et qui punit sévèrement la diffusion de fausses informations ou de rumeurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est utilisé contre les journalistes selon le syndicat. Et puis, il y a aussi le directeur de la radio privée Mosaïque FM, Nourdine Boutar, qui est en prison depuis le mois de février sur la base d'un dossier l'accusant de blanchiment d'argent qui aujourd'hui s'inscrit dans une vague d'arrestations à l'encontre d'opposants politiques au président de la République. Dans le reste de l'actualité, la Serbie est sous le choc après cette fusillade meurtrière survenue dans une école de Belgrade, la capitale. C'est un fait rarissime dans le pays. Il y a au moins 9 morts, dont 8 enfants. Le tireur est un élève de l'établissement. Il a 14 ans et il a été arrêté. Thibaut de Barbeyrac. Visage dissimulé sous un manteau, le suspect est embarqué par la police. Cet adolescent de 13 ans est l'auteur présumé de la fusillade dans cette école primaire de Belgrade. Tout aurait commencé aux alentours de 8h30. Le garçon aurait utilisé l'arme de son père et ouvert le feu dans le couloir de l'établissement. Il aurait ensuite poursuivi son parcours criminel dans une classe avant d'être arrêté par la police. J'étais en bas en cours de sport et j'ai pu entendre les tirs. C'était non-stop. Ce n'était pas un coup à la fois. Ça tirait sans arrêt. Le bilan est lourd. Plusieurs élèves et le gardien sont tombés sous les balles du tueur. D'autres sont gravement blessés. Les parents paniqués sont immédiatement venus aux nouvelles de leurs enfants. Ma fille est vivante, mais c'est inimaginable. Elle a vu un jeune homme tomber sous les balles. Elle s'est mise à courir, elle pensait que le garçon avec l'arme lui courait après. Elle est très choquée, mais elle a pu me parler. Selon la police, le suspect avait planifié l'attaque depuis un mois, mais le mobile est pour l'heure inconnu. Voici une liste des enfants qu'il envisageait de tuer. Il a lui-même dessiné les plans d'entrée et de sortie de l'école. Ces plans ont été retrouvés sur son bureau. Comme il le dit lui-même ici, il s'est fixé des objectifs prioritaires. Cette tuerie de masse provoque un immense choc dans toute la Serbie.
Les fusillades dans ce pays des Balkans sont extrêmement rares. La dernière remonte en 2013. Un vétéran de guerre avait alors tué 13 personnes dans un village serbe. Des faits inédits, alors que la Serbie est le 3e pays au monde en termes de circulation d'armes à feu. 39 armes pour 100 habitants. Un taux élevé, lié aux différents conflits qui ont touché les États d'ex-Yougoslavie dans les années 90. Et c'est l'heure de l'info écho dans Paris Direct. Et pour ça, je reçois sur ce plateau Johanna Citruc. Bonsoir Johanna. Bonsoir Florent. Vous nous parlez tout d'abord de cette grève des scénaristes à Hollywood. Elle a commencé hier. Oui, ça n'était pas arrivé depuis 15 ans. Des milliers de scénaristes sont actuellement en grève. Ils réclament des hausses de salaire, des augmentations supérieures à ce que leur ont proposé les principaux studios de production, les groupes historiques, mais aussi les plateformes de streaming comme Netflix ou encore Amazon. Le problème, c'est que si ce mouvement dure dans le temps, eh bien, il pourrait retarder la sortie de nombreux films et séries télé. Reportage de nos équipes à Los Angeles. Regardez. Les scénaristes passent à l'action. Les pancartes ont remplacé les écrans d'ordinateur. Ils sont des centaines au pied des bureaux de Netflix. Netflix, symbole du streaming qui a bouleversé l'industrie du divertissement. Les plateformes sont là depuis un moment, mais aucun ajustement n'a été fait. Elles ont atteint une masse critique au point que nous sommes prêts à faire grève aujourd'hui. Elles n'ont montré aucune volonté d'agir sans la menace d'une grève. Les revendications, estimées à 600 millions de dollars, sont multiples. Les scénaristes veulent par exemple un nombre d'auteurs garanti sur une série télévisée. Ils se méfient aussi du recours potentiel à l'intelligence artificielle. Ils veulent voler notre âme, ils veulent vraiment nous remplacer. Plus besoin de royalties, plus besoin de rien du tout. Le mouvement concerne tout Hollywood, des plateformes de streaming comme Netflix et Amazon, aux studios historiques, comme ici, à Sony. Avant, je gagnais 2 à 3 fois plus que mes revenus grâce à mes droits d'auteur à chaque fois qu'une série était diffusée. Mais maintenant, je ne gagne qu'une fraction de cela. Les scénaristes ne sont pas seuls dans leur combat. Les syndicats des réalisateurs et des acteurs vont démarrer leurs propres négociations dans quelques jours. Sans les auteurs, nous ne pouvons pas travailler. S'il n'y a pas de scénaristes pour écrire les séries qui nous intéressent, ça nous affecte donc nous aussi. De la même façon que si les acteurs se mettent en grève, les scénaristes n'ont personne pour qui écrire. Les plateformes de streaming semblent plutôt à l'aise avec cette grève. Elles disent avoir suffisamment de contenu pour proposer des nouveautés à leurs abonnés pendant encore plusieurs mois. Et la WGA, le syndicat des scénaristes, a de son côté un fonds de soutien aux grévistes estimé à 20 millions de dollars. Allez, direction la zone euro où le chômage continue de reculer. Il a atteint 6,5% en mars contre 6,6% en février. La baisse est donc légère, mais ça permet au taux de chômage d'atteindre un nouveau plus bas historique, en tout cas depuis 1998, depuis que l'indicateur est calculé à l'échelle de la zone euro. C'est donc une bonne nouvelle qu'il faut toutefois relativiser et remettre dans le contexte actuel. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque le chômage diminue beaucoup, les entreprises ont parfois du mal à recruter. Et pour attirer de nouveaux candidats, elles sont susceptibles d'augmenter leur salaire. Le problème, c'est que ça risque de tirer l'ensemble des rémunérations vers le haut et donc d'aggraver l'inflation. C'est ce qu'on appelle en économie une boucle prix-salaire. Et ça, il vaut mieux l'éviter parce qu'en général, quand on rentre dans cette boucle, on a un petit peu de mal à s'en sortir. Le message est passé. On fait le point sur les marchés financiers, Johanna. C'était du vert à la clôture côté européen. Les marchés sont restés prudents avant de savoir si la Fed, la Réserve fédérale américaine, va ou non encore une fois relever ses taux d'intérêt pour pouvoir lutter contre l'inflation. On a plus 0,28 donc à Paris pour la clôture, 0,56 pour la bourse de Francfort, 0,2 à Londres. Même tendance actuellement à Wall Street où c'est la prudence qui domine, 0,03 l'équilibre quasiment pour le Dow Jones, 0,38 pour le S&P 500 et 0,21 pour le Nasdaq. On termine avec le classement de Forbes, le classement des sportifs les mieux payés au monde. Oui, sans surprise, le top 3 est dominé par des footballeurs. En numéro 1, on retrouve Cristiano Ronaldo qui joue depuis quelques mois pour le club saoudien Al Nasser. Entre son salaire de joueur de foot et ses autres contrats, il devrait empocher cette année 136 millions de dollars. En deuxième position, on retrouve Lionel Messi, oui c'est ça, avec 130 millions de dollars. Peut-être un petit peu moins avec la retenue sur salaire dont il fait l'objet actuellement. Ou peut-être un petit peu plus s'il change de club. Peut-être qu'on en saura plus dans quelques instants. Mais il reste devant son coéquipier du PSG, Kylian Mbappé, qui lui devrait empocher 120 millions de dollars. Johanna, reine de la transition, merci beaucoup. Face à vous, Benoît Perrochet, les sports, c'est du travail. Bonsoir Benoît. Bonsoir à vous. Un petit jingle et c'est à vous. Ouais.
On va reparler de Lionel Messi et du conflit qui l'oppose au Paris Saint-Germain. Ouais, en cause ce fameux voyage de 2 jours en Arabie Saoudite sans prévenir sa direction pour honorer un juteux contrat. L'Argentin qui est suspendu donc 15 jours avec retenue sur salaire. Est-ce la fin de son aventure parisienne alors que son contrat arrive à expiration? Élément de réponse avec Jules Boiteau. Aux côtés de sa femme et de ses enfants, la star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, en opération promotionnelle en Arabie Saoudite. Une virée de 2 jours sans l'accord du club à plus de 6 heures d'avion, au lendemain d'une nouvelle défaite dimanche contre l'Orient, la 9e en 2023 pour un PSG en pleine crise. L'Argentin, en contrat avec le Royaume saoudien pour promouvoir le tourisme, manque alors l'entraînement de lundi. Qui pourrait penser que l'Arabie Saoudite serait si verte? J'aime explorer ces merveilles inattendues chaque fois que je le peux. La direction du club, en colère, veut marquer le coup, après avoir souvent été taxé de laxisme envers ses stars. Lionel Messi est suspendu pour une durée de 2 semaines, avec retenue sur salaire et interdiction de jouer et de s'entraîner. Une procédure disciplinaire est même ouverte. La fin probable de l'aventure parisienne pour le septuple Ballon d'Or, qui ne devrait pas renouveler son contrat qui expire en juin prochain. Un retour à Barcelone est régulièrement évoqué. Je ne sais pas s'il va revenir. Nous devons prendre beaucoup de décisions. Il faut tenir compte de l'avis des joueurs au club. Je ne peux pas entrer dans les détails et je n'ai pas d'opinion sur sa suspension au PSG. Arrivé à l'été 2021 en France, la star argentine n'a jamais évolué à son meilleur niveau au PSG et n'a pas remporté de titre européen avec le club de la capitale, qui espérait franchir avec lui un nouveau cap. Et on va écouter quelques supporters du PSG interrogés devant la boutique du club aujourd'hui. Et ils soutenaient plutôt la décision prise par la direction. Écoutez. Léo Messi, c'est le plus grand joueur de tous les temps, mais c'est pas pour ça que justement il ne doit pas montrer l'exemple vis-à-vis des autres personnes qui sont sous contrat et vis-à-vis du club, et puis aussi vis-à-vis des supporters. Moi je suis totalement d'accord. Il n'a pas respecté ses engagements comme on dit. Il devait nous ramener la Ligue des Champions, il ne l'a pas ramené. Il a été mauvais. Moi je suis pas fan du personnage et j'attendais mieux de lui quand même. C'est une bonne chose pour le club, ça serait bien de lâcher un gros salaire et Messi il en fait qu'à sa tête depuis le début de saison. En fait il y a trop de stars dans l'équipe et c'est bien aussi de sanctionner. Au bout d'un moment il faut sévir, c'est important. Alors, est-ce que Lionel Messi est un employé comme les autres? Qui a failli aux obligations de son contrat. C'est le message que veut en tout cas faire passer le Paris Saint-Germain, alors qu'il a fermé les yeux à de nombreuses reprises sur d'autres comportements qui auraient pu là aussi être sanctionnés. Alors, quelles options désormais? Rester au PSG, c'est un fâcheux épisode, Florent, d'autant que l'option pour une année supplémentaire n'a pas été levée. Mais on sent désormais qu'il n'y a pas une volonté farouche de poursuivre l'aventure de part et d'autre. L'Arabie Saoudite, rejoindre le championnat où Cristiano Ronaldo évolue désormais. La promesse d'un dernier contrat en or, exemple, Ronaldo qui touche à Al Nasser 200 millions d'euros pour 2 ans et demi de contrat. Barcelone, si les supporters scandent son nom quasiment à chaque match, l'opération financière semble quasi impossible à mettre en place pour un club aussi lourdement endetté. Ou alors l'Inter Miami, le club de David Beckham, un nouveau championnat, la MLS, le choix du cœur donc des paillettes ou d'un juteux contrat là encore. Bon, en même temps sa carrière en Europe est faite, 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, ça va aller pour Lionel Messi. On va parler de la NBA et des suites des playoffs. Oui, avec le duel qu'on attend tous entre les Lakers et les Warriors à l'ouest, LeBron James face à Steph Curry. Cette nuit, le match 1 de cette demi-finale a tourné en faveur de la franchise de Los Angeles qui fait la bonne opération au passage puisqu'elle s'impose donc 117-112 et qu'elle récupère l'avantage du terrain. 30 unités inscrites à 58% de réussite, 23 rebonds, 5 passes et 4 comptes pour Anthony Davis qui a grandement participé au succès des siens la nuit dernière. La franchise de Los Angeles qui prend donc l'avantage du terrain, je vous le disais. Et dans l'autre rencontre de la nuit, les Knicks ont bataillé pour venir à bout du hit 111-105. L'autre info NBA de la nuit, c'est la désignation du meilleur joueur de la saison régulière. Et c'est Joel Embiid, une vraie success story pour le Camerounais, toujours en course dans ses playoffs avec les Sixers, même s'il est blessé au genou. Il devrait revenir théoriquement pour le match 2. Deuxième Africain de l'histoire couronné MVP de la saison, 29 ans après une de ses idoles, le Nigérian Hakim Olajuwon. Rien ne le prédestinait à devenir une star de NBA un jour. Il a d'abord joué au foot, puis au volley, avant de s'improviser basketteur et de devenir le basketteur qu'on connaît aujourd'hui. Il a récemment obtenu la nationalité américaine après avoir eu la française, sans avoir encore décidé dans quel pays, pour quel pays
il défendra les couleurs. En tout cas, il ne devrait pas jouer le mondial, c'est en prévision absolument, des Jeux Olympiques 2024. Vous nous parlez de cette disparition d'une figure du sport français. Oui, patron du rugby français, puis mondial, artisan de la Coupe du Monde 2007, avant de présider le comité de candidature aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Bernard Lapassé est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, des suites d'une longue maladie après une vie entièrement vouée au sport. Il avait 75 ans, un dirigeant de haut niveau. C'est lui qui avait impulsé le virage de la professionnalisation du rugby en France avant d'imaginer le Centre national des équipes de France à Marcoussis, puis de décrocher l'organisation de la première Coupe du Monde en France. C'était en 2007 à l'IRB. Il avait axé ses 2 mandats sur la mondialisation du rugby en ouvrant notamment l'instance vers les pays émergents. Et si mes souvenirs sont bons, vous l'aviez croisé à Lima? Oui, absolument, lors de la désignation de Paris 2024. J'ai de bons souvenirs. Voilà. Merci à vous, Benoît, pour votre chronique sport. On va marquer une courte pause, moins de 5 minutes, et Paris Direct revient. Et à 19h10, c'est le débat. À tout de suite.